Quelque chose de majeur se passe dans l'économie mondiale et très peu de gens le comprennent bien. Ce n'est pas une exagération. Hier, lors du forum de Davos en Suisse, le Fonds monétaire international a lancé un avertissement sévère. Nous faisons face à l'environnement économique le plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est aussi grave que cela. Cela peut sembler effrayant, mais cela peut aussi représenter une grande opportunité selon la manière dont vous le regardez. Nous sommes confrontés à un scénario macroéconomique d'une ampleur historique, et j'ai l'impression que de nombreux analystes, investisseurs et citoyens l'interprètent de manière erronée. C'est pourquoi je souhaite que nous fassions une brève rétrospective historique pour comprendre pourquoi nous sommes à une croisée des chemins aussi critiques et quels signaux nous devons observer en ce moment. Revenons un instant à la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment unique. Tout comme lors de la pandémie récente, la majorité de la population mondiale était paralysée, que ce soit à la maison ou sur le front. Lorsque la guerre s'est terminée, des millions de personnes sont retournées à la vie civile. Mais le monde n'était pas prêt à les accueillir. Il n'y avait pas assez de matières premières, de produits de base, ni de capacités industrielles opérationnelles. Les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient complètement désarticulées. Les gens ont recommencé à dépenser et l'inflation a explosé. Dans certains pays, elle a atteint des chiffres à 2 chiffres, dépassant même les 13%. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Les banques centrales, pour contenir l'inflation, ont rapidement augmenté les taux d'intérêt. Quel a été le résultat? L'économie s'est immédiatement contractée et nous sommes entrés dans une nouvelle récession. L'inflation est même devenue négative en peu de temps, car les conditions monétaires sont devenues trop strictes, trop rapidement. Cela vous semble-t-il familier? Les gens ne pouvaient pas se permettre les biens dont ils avaient besoin. Les salaires n'ont pas augmenté suffisamment et l'accès aux produits de base a été limité. La consommation s'est effondrée et avec elle, l'activité économique. Plus tard, les choses se sont stabilisées et des années de croissance sont arrivées. Mais le modèle que nous avons vu à l'époque est étonnamment similaire à celui d'aujourd'hui et peu de gens le remarquent. C'est pourquoi nous reviendrons sur cette époque plus tard. Le prochain grand bouleversement a eu lieu en 1974. Beaucoup pensent que le présent ressemble à la fin des années 70, mais ce n'est pas tout à fait exact. L'inflation de la fin des années 70 était en grande partie un phénomène démographique. Les baby-boomers sont entrés massivement sur le marché du travail, générant la plus grande augmentation de la demande de l'histoire moderne. Et cela a coïncidé avec un choc d'offres, l'embargo pétrolier des pays arabes. Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble plus à 1974 qu'à 1979. Cette année-là, le prix du pétrole a triplé, l'inflation a explosé, les taux ont augmenté et tout s'est effondré. Le marché boursier a perdu la moitié de sa valeur et l'indice ISM, qui mesure l'activité des entreprises, est tombé à 30 points, le niveau le plus bas jamais enregistré. Pour vous donner une idée, en dessous de 50, cela suggère déjà une faiblesse économique. En dessous de 47, c'est un signe de récession. Cela s'est produit en seulement 4 mois. Et le panorama actuel présente de nombreuses similitudes. Les années 70 et le présent sont-ils comparables? À bien des égards, oui. Bien que les gens pensent que l'inflation continuera à augmenter indéfiniment, l'histoire montre le contraire. Après 1974, l'inflation a diminué. Il en a été de même dans les années 40. En 1984, nous avons vu une histoire similaire. Les tensions commerciales augmentaient dans le monde entier. Le dollar était extrêmement fort, les taux continuaient d'augmenter et l'inflation inquiétait. La Fed, sous la direction de Paul Volcker, a trop resserré la politique monétaire. L'économie n'est pas entrée en récession grâce à une réaction rapide avec une baisse des taux. Mais le dollar a continué à augmenter, ce qui a entraîné encore plus de problèmes. Tout s'est terminé par l'accord Plaza de 1985, lorsque les principales économies mondiales ont dû intervenir pour freiner l'appréciation du dollar, qui menaçait de faire s'effondrer le système mondial. Plus récemment, en 2008, nous avons vécu un autre épisode révélateur.
le prix du pétrole a atteint 147 $ le baril. L'inflation était d'environ 6% et la Réserve fédérale avait déjà commencé à réduire les taux car l'économie se dégradait. Et en 2018, quelque chose de similaire s'est produit. Les prix de l'énergie étaient au plus haut, l'inflation élevée, et la Fed a décidé d'augmenter les taux et de réduire son bilan en même temps. Quel a été le résultat? Une décélération presque immédiate. Alors, pourquoi ce cycle se répète-t-il? Parce que beaucoup de gens commettent la même erreur encore et encore. Ils pensent que l'inflation est éternelle. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe réellement, c'est que la consommation s'effondre car les conditions financières deviennent plus strictes. Qu'est-ce que cela signifie pour la plupart des gens? Cela signifie que votre hypothèque coûte maintenant beaucoup plus cher qu'il y a un an. Les taux d'intérêt ont augmenté à un rythme record. Si vous avez des dettes, les rembourser est devenu plus difficile. Et ce que vous gagnez ne suffit même pas à couvrir les hausses des prix, même pour les besoins de base comme la nourriture. En conséquence, vous vous sentez plus pauvre et donc vous dépensez moins. Vous commencez à réduire vos dépenses, loisirs, technologie, même la santé. Beaucoup de gens se sont endettés au maximum pour acheter une maison pendant le boom post-pandémique. Maintenant, avec des taux plus élevés, ils se retrouvent en difficulté. De plus, les coûts de l'énergie, du transport et des aliments continuent d'augmenter. Et en plus, le dollar s'est énormément renforcé, ce qui aggrave encore la situation économique mondiale. Tous ces facteurs nous indiquent que l'indice ISM pourrait à nouveau tomber à 30 points, comme en 1974. C'est profondément alarmant. Si aucune action rapide et prudente n'est entreprise, nous pourrions être aux portes d'une récession profonde, avec une chute du PIB allant jusqu'à moins 5%. Peut-être que ce sera bref, selon la manière dont la Réserve fédérale réagira. Et nous en parlerons plus tard. Mais en résumé, nous avons déjà vu ce scénario auparavant. Les indicateurs avancés le crient, et les signes sont partout. Même les grandes entreprises technologiques, qui semblaient invulnérables, réduisent leur personnel et émettent des alertes sur les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus augmenter les prix suffisamment pour protéger leurs marges. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque le cycle économique change. Beaucoup de personnes ont pris plus d'engagements financiers qu'elles ne peuvent réellement soutenir. Amazon, par exemple, a reconnu avoir embauché plus de personnel que nécessaire. Et nous parlons ici de l'un des plus grands employeurs du pays. Ce n'est pas bon signe, mais la réponse naturelle à des prix élevés, ce sont des prix élevés. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout monte jusqu'à ce que quelque chose commence à se fissurer. En ce moment, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qui va s'effondrer cette fois-ci? Quand les marchés chutent, quelque chose finit toujours par éclater. Est-ce que ce sera une banque, une société d'investissement? En réalité, c'est l'économie elle-même qui est en train de s'effondrer. Et la Réserve fédérale sera contrainte de changer de cap. Nous vivons actuellement le resserrement monétaire le plus agressif jamais enregistré, qui affecte autant les entreprises que les ménages. À cela s'ajoute un ralentissement brutal de la Chine, dû en partie à ses politiques de confinement, mais aussi à une faiblesse économique sous-jacente depuis un certain temps. Et l'Europe est engagée dans un conflit armé, tout en devant faire face à une transition énergétique inévitable. Le résultat, un monde sans moteur de croissance évident. Alors, la grande question est, jusqu'où cela peut-il empirer? Examinons quelques scénarios possibles. Quand on entend le mot « récession », cela fait généralement référence à 2 trimestres consécutifs de contraction économique. C'est la définition technique, mais en termes pratiques, pour la plupart d'entre nous, une récession signifie perte d'emploi et diminution du patrimoine, car elle entraîne une chute des prix des actifs, comme l'immobilier, les actions, etc. Une dépression économique est-elle possible? Oui. Mais elle serait beaucoup plus profonde et durable qu'une simple récession. Cela dit, je ne pense pas que nous soyons au bord de cela pour l'instant. Je ne l'affirme pas avec certitude, personne ne le peut, mais je parle en termes de probabilité. Et ce qui fait pencher la balance, c'est l'arme secrète du système financier, le bilan de la Réserve fédérale.
Cet instrument masque de nombreuses faiblesses systémiques, car lorsque la Banque centrale crée de la monnaie, la valeur réelle du dollar diminue. Et comme les autres banques centrales font souvent de même au même moment, l'effet est démultiplié. On pense souvent que créer de la monnaie provoque de l'inflation. Et même si cela arrive parfois, ce que cela provoque surtout, c'est un phénomène plus discret, mais plus destructeur, la dégradation de la valeur de la monnaie. Et alors, que se passe-t-il? Les actifs rares, comme les actions, l'immobilier, les métaux précieux et les crypto-monnaies, commencent à grimper en flèche. Mais ce n'est pas parce qu'ils valent plus, c'est parce que l'argent avec lequel on les achète vaut moins. Cela fausse la perception. On a l'impression que tout va bien, car la valeur nominale de vos actifs augmente. Mais en réalité, votre pouvoir d'achat s'est érodé. C'est un mirage. Et j'ai le sentiment qu'ils vont à nouveau utiliser ce stratagème. Mais cette fois, ils l'appliqueront différemment. En 2020, nous avons vu émerger un nouveau mécanisme, les paiements directs de l'État aux citoyens. Cela se fait déjà dans certains pays européens, dans certains États américains, en Inde, au Japon. Certains y voient un virage idéologique vers l'interventionnisme, voire vers le marxisme, mais on peut aussi l'interpréter d'un point de vue humanitaire et pragmatique. Car, au-delà de ce que nous pensons ou désirons, c'est ce qui s'annonce. Nous devons l'analyser non pas à partir de ce que nous souhaitons, mais à partir de ce qui est probable. Regardez le monde du travail. Les bureaux sont vides. Beaucoup ne veulent tous plus revenir physiquement au travail. Ce n'est pas une récession classique. Apple, par exemple, a déclaré qu'elle n'imposerait pas un retour complet au bureau. Les immeubles restent inoccupés. Et n'oublions pas, l'immobilier repose sur l'emploi pour être soutenu. Si de grandes entreprises comme Amazon réduisent leurs effectifs, quel sera l'impact sur le marché immobilier dans les zones où elles opèrent? C'est le genre d'effet domino typique. C'est pourquoi l'annonce du FMI m'a profondément marqué. L'organisation a averti que le monde fait face à l'un des plus grands défis économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle a souligné un point essentiel, la perte de valeur des monnaies. Regardez une pièce d'1 centime actuelle. Elle est en cuivre. Mais si vous remontez à 1964, vous verrez que les pièces de 10 et 25 centimes avaient la même couleur et la même composition. À partir de cette année-là, elles ont été remplacées par des pièces plaquées au contenu métallique réel, réduit. C'est ça, la dégradation monétaire. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. C'est pourquoi je trouve essentiel de regarder dans le passé, car la macroéconomie, au fond, c'est de l'histoire. Chaque fois que de telles politiques ont été appliquées, il y a eu des conséquences. Les Chinois ont été les premiers à émettre du papier-monnaie. Et leur empire s'est effondré. Les Romains ont réduit la teneur en argent de leurs pièces, et l'empire est également tombé. Aujourd'hui, nous pourrions être témoins du déclin du pouvoir économique des États-Unis, et cela pourrait se produire plus vite qu'on ne le pense. En 1974, en l'espace de 4 mois, nous sommes passés d'une stabilité apparente à l'une des pires récessions du 20e siècle. Et cette fois, la vitesse des ajustements financiers et de l'inflation semble suivre une trajectoire similaire. Je pense que les mois à venir seront particulièrement difficiles, tant sur le plan économique que sur celui des marchés financiers. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui vient après. C'est le point critique. Si mon scénario de base se confirme, c'est-à-dire que la Réserve fédérale change de direction, le déroulement sera prévisible. Ils diront d'abord qu'ils observent l'évolution, mais constateront rapidement la dégradation de l'économie. Et alors, ils commenceront à dire « Nous ne pouvons pas poursuivre le resserrement quantitatif ». Cela signifie que le bilan de la Fed ne sera pas réduit. Et avant même que nous nous en rendions compte, les baisses de taux d'intérêt reviendront. Même si, honnêtement, il ne reste plus grand-chose à réduire. Les taux sont déjà presque à zéro. Il ne reste donc qu'une seule option, recommencer à imprimer de l'argent. Et les signes sont déjà là. Les marchés du crédit manquent d'atteinte de liquidité et le secteur immobilier montre déjà des signes de faiblesse. Créer de la monnaie sera le seul outil encore disponible. Imagine que vous avez une pièce entièrement faite d'argent. Maintenant, imaginez que vous prenez une pièce de cuivre, que vous la recouvrez d'une fine couche d'argent
et que vous la faites passer pour authentique. C'est, en essence, une dilution de la valeur monétaire. Ce n'est pas une invention moderne. Des civilisations anciennes comme les Romains ou les Chinois le faisaient déjà pour étendre leurs ressources. Ce type de manipulation repose sur une logique simple. Supposons que vous êtes en train de mourir de soif et que je possède une seule bouteille d'eau. Vous feriez n'importe quoi pour l'avoir. Si je vous en montre 5, vous en voulez toujours, mais vous êtes prêt à payer moins pour chacune. Et si je vous propose 1 million de bouteilles, vous n'en voulez probablement plus. L'offre est trop abondante. Le sentiment d'urgence disparaît. Ce principe s'applique aussi à la monnaie et aux actifs. Quand quelque chose est produit en trop grande quantité, il perd sa rareté, donc sa valeur. Prenez Léonard de Vinci. S'il avait produit des millions de peintures, ses œuvres n'auraient rien d'exceptionnel. C'est la rareté qui crée la valeur. Il en va de même pour les marchés boursiers. On n'augmente pas le nombre d'actions dans le S&P 500. Au contraire, les entreprises rachètent leurs propres actions, réduisant ainsi l'offre disponible. Moins d'actions, demande constante ou croissante. Les prix montent. Dans l'immobilier, c'est assez similaire. On construit parfois de nouveaux logements, mais le terrain est limité et donc les prix augmentent généralement, surtout comparé à l'expansion du bilan de la Réserve fédérale. C'est la même logique avec l'or et aussi avec les crypto-monnaies. Tout cela est fortement influencé par le rythme auquel la Fed élargit ou réduit son bilan. Cette expansion produit un effet visuel sur les marchés. Cela crée l'illusion d'une reprise ou d'une croissance. Quand les actifs montent, les gens se sentent plus riches, ils dépensent plus et les entreprises licencient moins. C'est, d'une certaine manière, un tour de magie économique. Comme dit le proverbe, le taureau monte les escaliers, l'ours saute par la fenêtre. Et en ce moment, l'ours est sur le point de sauter. La vraie question est, quand le taureau recommencera-t-il à grimper? Nous avons 2 précédents très clairs. En 2000, nous avons connu une récession classique. Les marchés étaient surévalués, ils ont corrigé, et cela a duré environ 18 mois. La Fed a alors abaissé les taux progressivement, et le système a fini par se stabiliser. Mais en 2008, le scénario était différent. La Fed a d'abord tenté de baisser les taux, mais les banques ne réagissaient pas. Le crédit était paralysé. Elle a alors utilisé directement son bilan, injectant de la liquidité. Cela a pratiquement arrêté la crise instantanément. Ils ont repris cette méthode en 2010, puis en 2012, 2016 et en 2018. Il y a eu le célèbre revirement de Jerome Powell qui a cessé de relever les taux et a commencé à les baisser brusquement. Trump l'a même publiquement pressé, déclarant « Tu dois arrêter, tu détruis mon économie ». Et il n'avait pas tort. L'inflation augmentait, mais l'économie ne pouvait pas supporter des taux plus élevés, car la dette était énorme et la population vieillissante. Aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau dilemme. Beaucoup de salariés ne sont pas retournés au bureau, et les REIT, fonds de placement immobilier, qui possèdent la plupart des bureaux, sont en difficulté. La dette publique a explosé. La Fed détient maintenant des billions de dollars hors bilan et continue de baisser les taux. Alors, la question se pose, peut-on continuer à appliquer la même stratégie? La situation actuelle pourrait nous replonger dans un contexte économique similaire à celui des années 40. Mais avec une différence importante. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des ruptures mondiales dans les chaînes d'approvisionnement et les salaires ne suivent même plus la hausse des prix. Cela érosionne la valeur nette des ménages. En plus, tout le système est basé sur l'endettement. Hypothèques, prêts personnels, crédits adossés à des actions, dettes superposées à d'autres dettes. Et si les valeurs des actifs chutent, les collatéraux s'évaporent, menaçant de faire imploser le système. Et n'est-ce pas justement ce qu'ils font lorsqu'ils annoncent l'annulation de la dette étudiante? C'est du pardon de dette, c'est de la MMT, théorie monétaire moderne. Que cela nous plaise ou non, elle est déjà en cours d'application. L'objectif est de réduire le poids réel de la dette via la répression financière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie maintenir une inflation légèrement supérieure au taux d'intérêt. Ainsi, la valeur réelle de la dette diminue au fil du temps. Pensez à vos parents. Combien ont-ils payé leur maison et leurs prêts hypothécaires?
Aujourd'hui, ces chiffres semblent presque ridicules. Pourquoi? Parce que l'inflation a fait grimper la valeur du bien immobilier, mais la dette, elle, est restée stable. Avec le temps, cette dette est devenue négligeable. C'est cela, la logique de ce modèle économique. Faire baisser la valeur de la monnaie pour réduire la valeur réelle de la dette. Une bonne nouvelle si vous êtes endetté, mais une mauvaise affaire si vous êtes prêteur. Il y a donc deux chemins possibles. Le premier, celui du stimulant budgétaire, plutôt associé à la vision conservatrice. Réduction des impôts, augmentation des dépenses, avec l'espoir que cela stimule l'économie. Mais ce genre de mesure n'atteint pas vraiment ceux qui en ont le plus besoin. Et cela accentue le fossé entre le 1% le plus riche et les 99% restants. Pourquoi? Parce que les actifs précieux continuent de monter, les riches deviennent encore plus riches et le problème de la concentration de la richesse devient de plus en plus visible. C'est pourquoi certains suggèrent une alternative, des transferts directs vers les personnes les plus touchées. Donc, soit on fait ça, soit on ne fait rien. Mais il est trop tard pour laisser le système se réguler tout seul, comme avant. Dans le passé, cela pouvait marcher. Une récession, moins d'endettement et le système se purgeait naturellement. Aujourd'hui, le monde est endetté à hauteur de 400% du PIB mondial. Jamais dans l'histoire économique, l'humanité n'a été aussi endettée. C'est pourquoi il faut regarder en arrière vers les années 1940, lorsque les problèmes logistiques étaient énormes, que l'inflation était galopante et que des millions de personnes revenaient du front pour tenter de reconstruire leur vie. Cependant, à 15 heures, ce qui s'est produit, c'est un effondrement économique, puis les taux d'intérêt ont baissé et se sont stabilisés, et cela grâce à la Réserve fédérale qui les a maintenus. L'inflation était un peu élevée, tournant autour de 3%, alors que les rendements des obligations se situaient près de 2%, ce qui signifie que les taux réels en termes de marché immobilier seront très rentables, car les taux réels négatifs sont très favorables aux actifs. Dans les années 1940 et 1950, il y a eu un énorme boom économique. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la valeur de la dette de guerre s'est érodée grâce à cette répression financière. Pendant cette période, les valeurs des actifs comme les logements et le marché boursier ont augmenté d'environ 900%. De plus, il y a eu un fort stimulus fiscal parce qu'il fallait reconstruire après la guerre, et les entreprises construisaient des usines. Ainsi, si tu considères qu'aujourd'hui, les entreprises reconstruiront des usines aux États-Unis ou en Europe plutôt qu'en Chine, cela générera un stimulus supplémentaire. Il est vrai que l'emploi ne sera pas très abondant, puisque les usines seront automatisées avec des robots, mais cela stimulera tout de même l'économie. Le gouvernement fera aussi des mesures de relance, comme nous en avons parlé. Les taux d'intérêt resteront bas, l'inflation sera contrôlée, mais un peu plus élevée que ces dernières années. Cela engendrera une période de stabilité et d'expansion, car la technologie progresse beaucoup et des événements importants à l'échelle mondiale pourraient déclencher ce phénomène. Ce serait mon scénario le plus optimiste, et je pense que c'est toujours celui avec la probabilité la plus élevée. Nous surmonterons cette crise d'une manière inattendue, car pour l'instant, tout semble s'effondrer. Imagine comment les gens se sentaient en 1948. Tout semblait être la fin du monde. Puis, une forte inflation est apparue. Ils pensaient, c'est le pire qui pouvait arriver. Mais en réalité, quelque chose de très différent est survenu. La croissance technologique, l'ascension des États-Unis en tant que superpuissance, la reconstruction de l'Europe, l'émergence du Japon, ce fut une époque extraordinaire. L'accord de Bretton Woods, qui a fait du dollar la monnaie de réserve mondiale, et toutes ces choses positives se sont produites pour les États-Unis. C'est à cette période que furent créées de nombreuses institutions importantes, la Convention de Genève, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, toutes établies vers 1947, n'est-ce pas? Toutes en même temps. Est-ce à cela qu'ils font référence avec le Grand Reset? Tout va changer encore une fois. Oui, nous sommes dans le 4e cycle, et c'est là où nous sommes actuellement. Cela pourrait être le dernier chapitre de ce 4e cycle, ou simplement une autre étape qui nous en rapproche. 2008, 2020. Et maintenant, il semble que nous continuons à pousser le monde vers la direction que nous savons nécessaire.
Il est temps d'arrêter et de changer ce que nous faisons. Je dis toujours que le marché obligataire reflète la vérité. Le rôle des acteurs sur ce marché est simplement de prédire deux choses, le taux futur d'inflation et la croissance économique. À la bourse, les gains, les émotions et beaucoup d'autres variables influent, mais le marché obligataire est simple à ce niveau. C'est pourquoi il a généralement raison. Nous sommes face à un changement structurel dans l'économie mondiale. Si c'est correct et que tu disposes de liquidités, nous verrons un grand mouvement. Et cela indiquera sûrement que l'économie et les prix des actifs se préparent à l'opportunité que nous recherchons. Si tu veux créer de la richesse, c'est le moment d'agir. Oui, c'est la meilleure période. La macroéconomie, vue à travers l'histoire, les chutes d'empires et tout le reste, je crois que nous sommes actuellement dans une chute. C'est un sérieux problème. Tous les cycles durent environ une génération. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Cela a aussi été dit auparavant. Et avec le temps, tout change et mûrit. Le 4e cycle est toujours marqué par un leadership faible, mais ceux qui souffrent le plus sont ceux qui s'accrochent aux idées anciennes. Nous parlons de la façon dont les marchés haussiers font paraître les gens peu intelligents comme brillants. Tu peux être très maladroit et investir dans Apple ou dans Bitcoin et devenir millionnaire en disant « Wow, je suis brillant ». Mais quand arrive le marché baissier, il te montre à quel point tu avais tort. C'est pourquoi RA dit que ce qui vient sera rapide. Ceux qui se croient très intelligents découvriront le contraire, et ce sera une période très intéressante. Quand le krach arrivera, il sera si rapide que tu ne sauras pas ce qui t'a frappé. Je pense que le message le plus important d'aujourd'hui est « Le taureau montait lentement les escaliers, mais il est sur le point de sortir par la fenêtre ». C'est ce qu'ils ont dit à Davos en Suisse quand le FMI a averti. Nous allons faire face aux vents contraires économiques les plus forts. Et voilà, c'est presque un cadeau. D'où crois-tu que je prends mes prêts? De la Banque du Japon? Eh bien, les Japonais sont des gens qui épargnent beaucoup. Moi, je suis Américain, j'utilise la dette et j'emprunte leurs économies. Les Japonais croient en l'épargne, ce sont de bonnes personnes, mais ils ne sont pas très malins financièrement. Ensuite, la suite fut de sortir le dollar de l'étalon or, ce qui a rendu le dollar une monnaie sans véritable couverture. Mais l'économie a connu un boom immobilier parce qu'ils imprimaient de l'argent sans limite. Chaque fois que les États-Unis avaient des problèmes, ils imprimaient plus d'argent. Peux-tu expliquer brièvement ce qui se passe quand le gouvernement imprime beaucoup d'argent? Eh bien, il y a de l'inflation. Si tu as lu « Père riche, Père pauvre », je dis « Je ne travaille pas pour de l'argent. Je travaille pour de l'or et de l'argent. Je n'épargne pas les dollars. J'utilise la dette pour acheter des biens immobiliers. Je ne paie pas d'impôts légalement et j'épargne en or et en argent. » Beaucoup de gens se concentrent ici. Ils veulent gagner beaucoup d'argent et disent « Je veux une carrière. Je vais créer ma propre entreprise. » Voici le schéma, basé sur le livre « Le quadrant du cash flow ». A, c'est employé. S, c'est petite entreprise ou travailleur indépendant, comme un médecin ou avocat. B, c'est propriétaire d'une grande entreprise avec plus de 500 employés. Et I, c'est investisseur professionnel. Quand j'avais ton âge, je savais que je voulais atteindre ce dernier groupe. C'est le plus difficile, là est le vrai argent, mais cela prend du temps d'y arriver. L'erreur la plus commune chez les jeunes est de se concentrer ici et de dire « je veux faire ce que j'aime ». Dans la vraie vie, parfois, il faut faire ce qu'on n'aime pas. Beaucoup de gens pensent « j'aime écrire des livres ». Moi, je déteste écrire, mais cela remplit mon but dans la vie. Ce n'est pas ma passion, c'est mon but, car mon objectif était d'atteindre.